J'ai essayé de faire des essais, je t'ai pas tout filmé. Tu sais, c'est un prototype. Hein. Et je suis arrivé à quelque chose de très intéressant. C'est ça. Parce que là, je blablate encore, tu me connais. C'est une vidéo qui va durer 2h30 pour 3 merdes. Mais on s'en fout, on est entre nous. On a dit que cette année, on en a plus rien à foutre. J'avais envie de mener une petite expérience, de faire un petit truc entre nous là. Alors c'est pour ça que je te dis, j'avais pas tellement prévu d'y filmer, mais du coup je vais quand même y filmer, en essayant de faire une charnière en bois. Donc je pense que je vais faire ça en frêne. D'abord parce que j'ai des petites chutes de frêne là qui s'y prêtent bien. Le frêne, c'est un bois très solide, qui est très stable et qui résiste beaucoup à l'extérieur. Les voitures en bois souvent sont fabriquées en frêne. Les ridelles de camion, les planchers de camion sont fabriqués en frêne, etc. Donc c'est un matériau qui est très solide, très stable, plus stable que le chêne, et qui a quasiment la même densité, peut-être un tout petit peu moins, qui est adapté plus que le chêne à l'extérieur. Voilà. C'est ce que j'ai toujours appris. Bien sûr, si là, il y a des menuisiers ébénistes qui nous regardent et qui ont l'impression que je dis de la merde, vous connaissez la musique, vous me marquez un gentil petit message constructif dans les commentaires, et puis comme ça, tout le monde se couchera moins con. Voilà. Allez, je vais te poser dans un coin. Ça va peut-être être une vidéo un peu à l'arrache, mais on s'en fout. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 6. Nous sommes au mois d'août et franchement, je ne sais pas vous, mais je me fais littéralement pulvériser par les moustiques. Même ici, je suis en bas à la cave, je me suis installé mon petit setup. C'est l'enfer, regarde, je te mens pas. J'ai genre des anti-moustiques, j'ai des bougies anti-moustiques et là-bas, j'ai même un ventilateur pour genre brasser l'air pour que genre ça les déstabilise en vol. Rien n'y fait, je me fais déboîter la tronche. J'ai même hier été rechercher une bombe, je sais plus comment ça s'appelle, là, les 5 sur 5 que je prenais quand j'allais en Afrique, tu sais, dessus c'est marqué zone infestée. Bon, ça fonctionne une demi-heure, 3/4 d'heure, et après ça recommence, c'est quand même la chiasse. Bref, dites-moi chez vous cette année si vous aussi vous avez du moustique. Bon, alors une petite vidéo toute simple, sans prétention. Dans la première partie, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce genre de choses, ce genre de petite charnière. Alors, j'avais vraiment beaucoup filmé, en fait, ça faisait pas mal de temps que je voulais faire une charnière en bois. Et puis, j'ai essayé vraiment pas mal de méthodes. J'ai essayé des méthodes à la main, et puis je manquais de précision. Vu que j'en avais pas mal à faire, c'était très long, c'était un peu fastidieux. Ensuite, j'ai essayé des méthodes avec la scie à ruban, avec les petites scies à ruban et tout. Ça va déjà un petit peu mieux. Alors bon, moi je me sers de plus en plus de la toute petite scie à ruban là, que j'avais acheté en complément de la grosse. Ça remplace pas la grosse, ça n'a rien à voir, on fait pas du tout le même boulot. Mais par contre, c'est extrêmement complémentaire. Et franchement, pour faire ce genre de choses, ça a été pas mal. Malgré tout, je manquais quand même encore un peu de précision, j'avais pas mal de finitions à faire derrière. Et puis bon, ça va bien quand on a une ou deux, mais quand tu vas en faire 10, 15, 20, c'est tout de suite un petit peu plus laborieux. Alors j'ai essayé de trouver un combo, et puis à force de réfléchir, j'ai décidé de le faire avec la Shaper Origin. Donc cette machine, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. C'est une défonceuse CNC portable, donc c'est pas donné évidemment, c'est à l'usage des professionnels. Nous on avait eu la chance d'en tester, Anto avait fait une ou deux vidéos je crois sur Bichon TV. Si je retrouve les liens, j'essaierai très certainement de vous les mettre pour voir si ça vous intéresse. Il y a un petit billet, faut passer à la caisse, mais bon, comme d'habitude, on n'a rien sans rien, et puis je pense que c'est une machine qu'on va garder très longtemps. La conception est absolument fabuleuse, et c'est une firme canadienne qui fait ça, qui s'appelle Shaper Origin, je crois, et puis qui a conçu la broche en partenariat avec Festool. Bref, c'est que du haut de gamme. Et c'est vrai que c'est vraiment une machine qui est absolument incroyable, donc ça se destine pour moi aux bricoleurs, comme je te le disais, Averti++, et puis bien évidemment à tous les professionnels. Tu t'as qu'à voir, j'ai même été chez les compagnons il n'y a pas longtemps dans des grands instituts où ils forment des mecs qui font le tour de France, qui partent bosser dans le monde entier, ils en avaient. Donc pour aussi montrer les différentes techniques et possibilités que ça avait. En gros, ça fait pas le boulot à ta place, mais pour schématiser très rapidement, c'est un guide. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire toute une conception sur un logiciel quelconque, donc que ce soit Illustrator ou que ce soit SketchUp. Moi, je le fais sur SketchUp ou Illustrator. Ensuite, tu exportes ton fichier en DXF, je crois, ou en SVG.
et en fait tu vas l'exporter sur le compte de la machine que tu as. Donc moi j'ai un compte sur Shaper Studio, donc tu vas sur internet quand tu as une Shaper Origin. Il faut savoir que c'est comme un cloud qui est capable d'être récupéré n'importe où dans le monde par la machine, puisque la machine également est connectée à internet et connectée à ce cloud. Donc quand je fais ma modélisation, je balance sur le serveur, et puis 2 minutes après je suis dans l'atelier, j'ouvre ma machine et puis elle me dit bah il y a eu des nouveaux fichiers, voulez-vous les récupérer? Oui, crac, et j'ai mon fichier. Alors je vais pas te faire un tuto de 2 heures pour ça, comme je te l'ai déjà dit, il y en a plein internet, beaucoup de gens utilisent cette machine en complément, comme je te l'ai dit, ça fait pas tout, les recettes miracles ça n'existe pas, et on est bien loin d'une CNC 5 axes à 200 000 balles, comme tu peux trouver vraiment chez les super spécialistes. Là c'est vraiment une petite solution portable qui fait vraiment bien le job. Et puis sinon, comme je te dis, Anto avait dû faire 1 ou 2 vidéos sur Bichon TV. Donc voilà, et donc bah, j'ai réussi à modéliser 2 pièces, donc cette pièce, la pièce on va dire qui va être sur le montant fixe, et la pièce sur le montant mobile, même si bon on pourrait parfaitement inverser les deux, et bah, je les ai fait à la Shaper, et ça m'a permis après moult prototypes, galères, etc. Et bah ça m'a permis de gagner en vitesse, gagner en précision. Mais vous allez voir que la machine ne fait pas tout. Alors bien sûr j'avais filmé 100% des essais, j'ai pas pu vous les laisser sinon la vidéo ferait 4 heures. Et je vous ai laissé uniquement la partie où j'arrive à ce résultat. J'ai essayé d'en peindre une, et puis il y en a une que j'ai laissée brute. Bon, moi je trouve ça très joli. Bien sûr, je les ai fait de cette dimension, mais on pourrait faire vraiment toutes sortes possibles. J'ai retenu ça, c'est extrêmement solide. Je pense clairement que je peux me pendre après. Il n'y a pas de problème. En sachant que, à la base, j'ai fait ce projet parce que j'ai aussi un projet de faire des portes pour notre serre. Tu sais, on a la serre qui est super géniale, mais en fait, les ouvertures, c'est des fermetures éclairs. Et puis, tu sais, tu roules ça comme une tente. À ouvrir, à fermer tous les jours, tous les soirs, c'est un peu chiant. On veut pas que les chiens rentrent dedans parce qu'elles bouffent toutes les tomates, les poivrons, tout. Donc on fout des pots de fleurs devant, c'est un peu la merde. Donc j'étais en train d'essayer de réfléchir à une porte pour mettre d'un côté et de l'autre de la serre avec peut-être une partie basse, fixe, enfin bref. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo parce que très certainement, si je le fais, je le filmerai. J'ai déjà fait un... pareil, 2-3 prototypes, 2-3 crowbars, on en reparlera. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit, bah tiens, ce serait peut-être bien que je mette ce genre de charnière. Vu que c'est du frêne et vu que ça va être peint, ça risque de très bien tenir dans le temps. Pour l'intérieur, bah c'est ultra beau quoi. T'imagines bien, tu te fais une petite porte en bois, tu la fixes avec ce genre de choses. C'est vraiment génial, hein, ça s'ouvre quand même pas mal. Donc les bichons, comme d'habitude, je vous laisse avec la vidéo. Je vous ferai 2-3 petits commentaires dessus au fur et à mesure. Et puis vous verrez, il y a une deuxième petite partie, un petit bonus pour ceux que ça intéresse. Mais je vous en parle tout de suite après. Allez, bonne vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Quand je regarde mes statistiques, il y a la moitié des gens qui regardent qui sont pas abonnés. Donc je vous invite à vous abonner. Et puis je vous souhaite une excellente vidéo. Alors pour ce projet, comme je vous l'ai déjà expliqué, je décide d'utiliser du frêne. Bon, ça tombe bien, j'ai toujours une poignée de chute sous la main. Et puis ces planches, elles sont assez belles et pas toutes jeunes, puisque je les ai vraiment rentrées au tout début que j'avais mon atelier. Donc ça va vraiment être une bonne occasion de m'en servir. Alors l'avantage de ce genre de petit projet, c'est qu'il ne m'en faut pas beaucoup. Donc je décide tout de suite de me couper un petit bout qui va pouvoir normalement me servir pour faire l'ensemble de ces réalisations. Une fois que je les ai débités à longueur, je démarre la scie à format et je les déligne. Alors bon, si vous n'avez pas ce genre de scie, vous pouvez très bien avoir une petite scie sous table ou même le faire à la plongeante, puisque là... même si les dimensions sont importantes, on n'est pas non plus au millimètre, vous allez voir que derrière il reste encore pas mal d'étapes. Donc je m'en déligne 2-3 longueurs qui ici dans mon cas représentent à peu près la largeur de mes charnières qui doit se situer 2 têtes entre 5 et 6 cm. Un petit coup à la dégo, histoire de remettre tout ça droit parce qu'il y en avait quand même pas mal besoin, elles étaient tuilées, ça faisait le ventre. Et c'est pour ça d'ailleurs je vous conseille toujours de les refendre, les redéligner avant de passer à la dégo. Comme ça, normalement, vous aurez moins de bois à enlever, il y aura moins de gaspillage. Une fois que c'est dégauchi, je vais pouvoir transformer ma machine
pour la passer en raboteuse. Alors là c'est pareil, si vous avez juste un petit rabot portable pour ce genre de projet, même si vous dégauchissez pas, bon, en passant un peu les phases de chaque côté avec la petite rabot portable, ça fera le job. Moi j'ai cette machine qui va super bien. Si vous êtes observateur, dès que je m'approche de moins de 3 cm de l'arbre de rabot, j'y rajoute une petite planche de mélaminée blanche. Comme vous pouvez le voir, ça me permet de pouvoir remonter vraiment contre mon arbre pour faire des très fines épaisseurs sans risquer de l'abîmer. Maintenant, une petite mise à longueur en fonction de mes plans. Donc je commence déjà par couper tout bien d'équerre et puis ensuite je fais mes mises à longueur. Bon, rien d'extraordinaire. Et bon, bah là ça va. Alors comme je vous ai expliqué dans cette intro, après tous mes prototypages, ce qui marche le mieux dans mon cas, ce qui a été vraiment le mieux, c'est vraiment la Shaper Origin. Donc comme tu peux le voir, je me suis fabriqué un espèce de petit gabarit. Rien de transcendant, c'est une pièce qui me cale le bois et puis bah, qui me permet avec la machine d'être assez précis et de faire pas mal de choses. Donc là c'est un petit programme que moi j'ai fait sur l'ordinateur, je l'ai envoyé dans le cloud, la machine l'a récupéré et ensuite bah, j'ai juste à suivre les instructions de la machine. Donc cette machine elle accepte une marge d'erreur de 12 mm, c'est-à-dire que même si on ne la bouge pas, même si on la déplace pas, eh bien, elle peut se déplacer toute seule jusqu'à 12 mm. Là, donc là, bon bah c'est impeccable. Et voilà ce que la machine m'a fait en très peu de temps. Alors bien sûr, là comme je te dis, il y a toute la largeur. Après là, j'y mets un petit coup de scie à ruban, j'y remets un petit coup de ponçage, et puis quand j'ai fait l'autre pièce qui va s'emboîter parfaitement, je perce les deux. Donc là, quand même, t'imagines que ça, j'y ai fait presque en moins d'1 minute, avec une précision de l'ordre de, je crois que c'est 0,001, donc ça doit être au centième. Et cette pièce, bah maintenant, là j'ai tout arrêté, mais quand je vais faire mes 12, eh ben, je reprends une autre, hop, je rebloque, hop, je remets mon casque, paf, je renvoie la sauce, je fais l'autre, etc. Donc, je voulais quand même te montrer ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait la 8 là. Donc tu vois, ça c'est vraiment ce que je te disais, c'est vraiment le gros avantage en fait de ce genre de machine, c'est que dès que tu te fais un petit gabarit, eh bien tu peux arriver très rapidement à faire des petites séries, des choses assez propres, assez sympas. Et puis assez facilement, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris le principe, bon bah il n'y a pas besoin d'être ingénieur, tu suis la ligne, tu suis ce que le croquis dit et ça va tout seul. Donc contreforme, bien sûr impeccable, et bah là ensuite, hop, on voit bien que c'est nickel. Alors bien sûr il y a un dixième, tu vois, ce qui fait qu'elle plaque pas au fond. Pour la simple bonne raison, ça c'est dû à la courbure de la fraise. C'est une fraise de 4 mm, elle fait pas d'angle droit. Mais moi, dans mon cas, dans ce que je veux faire, j'en ai rien à foutre, puisque de toute façon, je vais reponcer sérieusement, je vais peut-être enlever même 3-4 mm pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse s'ouvrir, sinon elle ne peut pas. Donc voilà, j'en ai fait une. Et dans la foulée, eh bien, je les ai toutes faites. La machine était prête, j'étais lancé, impeccable. Donc maintenant que les opérations à la Shaper sont faites, je peux venir dégrossir avec la petite scie à ruban. Alors là, il faut bien tenir, bien sûr, la pièce de bois en biais, là, comme je le fais, de manière à ce que même si ça ripe, tu passes pas un doigt dans la machine. C'est pas la meilleure position que j'ai trouvée. En étant honnête, je pense que si je m'y étais intéressé un petit peu plus, parce que là, j'étais encore vraiment dans des phases de prototypage, mais je pense que je pourrais peut-être créer un gabarit qui m'aide vraiment à recouper de l'épaisseur là-dessus. Bon, ensuite, comme je te l'ai dit, je les assemble toutes les deux à blanc, je les coince dans l'étau de ma perceuse à colonne, et puis avec une petite mèche, tu vois, là j'ai même un pinceau pour débourrer un petit peu la mèche à chaque fois que je la sors. Avec une petite mèche, eh bien, j'arrive à la percer de part en part. Et là, j'ai choisi du 6 mm, ce qui correspond pile poil au diamètre de mon clou. Donc là, encore une fois, bon bah vous pouvez même imaginer tourner une petite pièce de bois, faire un axe en bois, faire un axe comme vous voulez. Moi, j'ai vraiment voulu faire un axe en métal, quelque chose d'assez robuste.
Et donc pour ça, de tous les essais que j'ai faits, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé. Ça va super bien. Par contre, il y a vraiment besoin de les fixer tous les deux ensemble, de les prendre vraiment en sandwich, parce que sinon on n'est pas aligné du tout. Et je peux vous le dire parce que des essais, j'en ai fait quand même pas mal, et au début c'était vraiment laborieux. Bon, une fois que c'est fini, eh bien c'est maintenant le temps de dégrossir tout le ponçage. Alors là, je me suis mis au petit touret Sidamo. Je dois dire qu'il va vraiment bien ce truc. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai plus touret, alors j'en ai un autre petit touret à bande de chez Metabo, qui est un peu moins puissant, puisque ça c'était vraiment un gros triphasé pour le métal. Et là, je te garantis que sur ce genre de choses, quand il file un grain de 60 ou même de 80, ça tartine, hein. Donc en tout cas, ça fait vraiment le boulot. Et c'est vraiment là aussi ce que j'ai trouvé de mieux pour venir arrondir, poncer grossièrement les formes, etc. Bon, si vous n'avez pas ce genre de choses, il existe chez certaines marques, Metabo fait ça, je crois, peut-être Makita, mais enfin il existe chez certaines marques des possibilités de venir installer une ponceuse à bande en stand. Donc en gros, elle est retournée et bah, on peut s'en servir un peu comme un touret à bande. Et puis je finis la préparation de ces pièces de bois quand même avec un petit coup de ponçage en 120. Ça va plutôt pas mal avec une ponceuse, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc là, bon, j'affine un petit peu, c'est plus de l'esthétique. Une fois que j'ai fini de poncer, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à l'axe. Alors bon, là c'est pareil, c'est assez simple. Il faut par contre bien aligner les deux. Et puis là, j'utilise un petit fraisoir, histoire d'être sûr et certain que ma tête de clou vienne parfaitement à fleur. Alors j'ai aussi ressorti le savon de Marseille. Et là, je peux te dire que j'ai fait aussi pas mal d'essais. Ça va vraiment pas mal. J'en mets partout sur le clou et ça l'aide à rentrer. Parce que vous allez voir, même avec ça, c'est pas facile, compte tenu du fait que j'ai vraiment très ajusté le trou au diamètre du clou. Mais j'avais pas envie d'avoir de jeu, et puis surtout qu'avec le chaud, le froid, le bois risque de dilater un petit peu, et donc je voulais plutôt être très ajusté pour que dans le temps ça bouge le moins possible. Donc j'enfile simplement le clou dans le trou, et je vais venir le taper, l'enfoncer jusqu'à ce que ma tête soit vraiment affleurante de mon bois. Ça c'est très important, et comme ça, bah, ça va complètement me le bloquer. Alors bien sûr, là j'ai utilisé de la grande pointe de charpente de 140. On pourrait utiliser n'importe quelle autre pointe, peut-être même avec une 70 ça fonctionnerait, ou une 90, mais il faut quand même un diamètre un peu sympa si on veut pas que ça bouge. Et puis je recoupe l'excédent avec la petite scie à ruban que j'adore, je m'en sers vraiment tous les jours. À partir de là, on touche au but. Je mets simplement un tout petit coup de fraisoir, pareil, sur chaque trou qui avait été fait par la shaper, histoire de pouvoir là aussi noyer un petit peu la tête de vis et puis augmenter un petit peu la portée. Je préfère faire ça parce que même si c'est du frêne, on est quand même sur des sections qui sont pas énormes, et j'ai surtout pas envie de venir fendre tout ça au moment de l'installer. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat est plutôt pas mal. Alors il faudrait peut-être y remettre encore un petit coup de ponçage à droite à gauche, mais après plusieurs journées de prototype, je suis très content du résultat, et surtout de vous partager ça. Je viens de terminer ma série de charnières. Alors j'en ai fait une ou deux de plus, parce que d'abord j'étais en train de les faire, ensuite parce que je les trouve très bien, et parce que c'est quand même du boulot. Donc comme ça, je pourrais en mettre une ou deux de côté, et puis bah, je serais content si un jour j'en ai besoin pour un autre projet. Tout ça pour dire que bah, j'étais très content de vous montrer tout ça. Je pense que je vais peut-être encore faire un petit peu de quincaillerie en m'inspirant de la porte des toilettes que j'avais fait. Une porte assez incroyable, d'ailleurs je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, une porte à 45 degrés. Voilà, j'étais heureux de faire ça parce que même depuis tout ce temps, j'en ai jamais vu d'autres. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la seule de YouTube, mais il doit pas y en avoir 50. Hein. Alors, j'avais fait une ou deux vidéos pour faire tout cet ensemble, et j'en suis très fier parce que là, pour le coup, c'était vraiment de la vraie menuiserie. Il y a très peu de visserie, ça tient beaucoup avec des assemblages de clés et tout. C'était une belle vidéo, et surtout, plusieurs années après, ça n'a jamais bougé d'un poil. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans le i ou dans la description, et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Tout ça pour dire que ici, par exemple, on a un fermoir. Eh bien, ce genre de fermoir, je pense que je vais certainement peut-être refaire une petite vidéo pour
en refaire un ou deux, bah justement pour les portes de cette serre. Parce que pendant qu'on y est, bah je pense que je vais faire les fermoirs en bois. Alors, je le ferai peut-être au tour à bois, ou on verra. Et puis la poignée pour ouvrir, voilà, même principe. Soit je la ferai au tour à bois, soit sinon je prendrai un rond. Est-ce que j'en ai de type un peu manche à balai? Il m'en reste peut-être, ouais, j'en ai un ou deux des un peu plus gros, mais ça fera peut-être la blague. Je vais voir ça. Pour l'instant, je suis déjà content de mes charnières. C'est dingue parce que c'est vraiment de l'artisanat, hein. Il y en a, je les ai toutes faites selon le même principe et il n'y en a pas une pareille. J'ai eu 2-3 difficultés, mais voilà. Bon, après, je pense que si vraiment j'en faisais beaucoup, je pourrais très certainement trouver un principe pour automatiser et gagner en précision sur quelques étapes, comme par exemple le sciage ou alors le ponçage. Toujours est-il que là, bon, bah, c'est de l'artisanat, il n'y en a pas une pareille, mais elles font toutes le même job et je suis sûr qu'elles le feront longtemps. Et voilà les bichons, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi ce challenge. Et puis j'espère surtout que ça vous donnera des idées. Moi j'ai vraiment hâte de démarrer des projets où je vais pouvoir eh bien, les mettre en œuvre, les mettre en application et puis les voir comme ça fonctionner pendant de nombreuses années. Juste avant de finir la vidéo, j'avais envie de vous laisser avec un petit bonus parce qu'on a été invité il n'y a pas longtemps à Samoro, donc en Île-de-France, pas très loin de Fontainebleau, par les copains de chez Géberit pour nous présenter, tu sais, leur dernier petit WC lavant là, tout simple, pas trop cher, vraiment génial. On y a été avec une poignée de copains et moi je suis arrivé un petit peu plus tôt à l'hôtel et plutôt que rester glandé dans ma chambre, eh bien j'ai décidé de partir visiter les extérieurs du château de Fontainebleau. Je ne connaissais pas du tout, c'est un patrimoine formidable et donc je vous ai fait 2-3 petites images en immersion. Il n'y a pas de qualité folle, c'est vraiment sur le pouce, mais j'avais envie de finir en vous partageant ça. Et puis pour la suite, vous connaissez la musique, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Prenez soin de vous et à très vite. Allez, yeah. On a rendez-vous avec Géberit là pour qu'ils nous présentent leurs nouveaux produits à Samoro et puis pour voir un petit peu les copains. Bon, c'est impeccable. Moi je les adore, Géberit, ils sont toujours sympas et puis ça permet de voir les copains plombiers. Et donc on a tous rendez-vous dans un hôtel la veille à Fontainebleau. Alors comme à chaque fois, moi vous savez que l'appel de la curiosité me force toujours à sortir un petit peu des sentiers battus. Je suis arrivé après 4 heures de route, j'ai tout balancé et regardez où je suis. Château de Fontainebleau. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Putain, des siècles d'histoire de France nous contemplent. Je ne connais même pas l'histoire de ce château. Il faut absolument que je me renseigne. Mais alors, c'est fou. C'est vraiment ultra bien. Regarde-moi ça. Alors moi, j'adore parce qu'à chaque fois, j'imagine à l'époque, tu sais, des rois, des chevaliers, le nombre de milliers de sabots de cavaliers qui ont dû fouler ces pierres. C'est tellement beau. Les jardins sont simples mais jolis, alors je me suis renseigné. Apparemment, il y a des superbes jardins, mais à cette heure-ci, c'est fermé parce qu'il est presque 18h. Quand je suis là-devant, ça me fait aussi penser vraiment à l'ami Hugo qu'on vient d'aller filmer là, le tailleur de pierre. C'est grâce à ce genre de mec eh bien qu'on arrive encore à restaurer ce genre de patrimoine, qu'on arrive encore à montrer tout ça. Non mais regarde-moi ça, rien que le nombre de cheminées, je sais pas si tu te rends compte, dans chaque cheminée il y a 4 boisseaux quasiment. C'est vraiment impressionnant, c'est superbe. Superbe. Voilà, donc tu vois, bon, ça paye pas de mine. Mais j'avais envie de partager ça avec toi parce que il y a quand même un patrimoine absolument exceptionnel ici. Je vais essayer de les monter, ces escaliers-là. Bon, les bichons, c'est ouf. Regardez-moi les détails. Rien que là, les petites sculptures là sur chaque colonne. Ça paraît rien, mais là, tu vois, avec ces belles pierres blanches, regarde-moi ça là. Donc, 2 têtes de serpent qui entourent un sceptre. Et à côté, on voit aussi un sceptre avec une boule et une croix. Il faudrait que j'arrive à retrouver la signification de tout ça. Ici, on a les ailes de chaque côté. Et puis à l'intérieur, en fait, c'est plein de petites coursives
coursives, plein de petits trianons, tu vois, qui soutiennent l'escalier. Non mais regarde-moi ça. Alors bien sûr avec des crochets de pierre, je pense généralement scellés au plomb. D'ailleurs c'est peut-être même, je sais pas ce que c'est ça, peut-être du plomb, de l'acier ou du bronze, je sais pas. Incroyable. Bon, quand tu vois qu'aujourd'hui il y en a qui font les mecs qui font des baraques, des fois ça fend au bout de 6 mois. Tu te dis quand même qu'on a perdu en savoir-faire, et d'un autre côté, les compagnons et tous les artisans normaux, il n'y a pas que les compagnons, il y en a encore tellement qui continuent de se casser le cul à faire des choses incroyables. Voilà. Alors par exemple, regarde-moi ces portes. Oh là là, putain la vache. Alors là, tu vois, quand je vois ces portes, je suis obligé quand même de me poser des questions. Parce que j'arrive pas à savoir si vraiment, tu vois, ça s'est gravé, taillé à la main ou si c'est fait à la machine. Maintenant, plus ça va, plus ils les font un peu à la CNC. Alors bon, c'est pas drama, ce qui compte c'est de restaurer, mais regarde-moi ça, putain. Franchement, je suis content de te montrer ça. Et alors, tu vois, je connais pas du tout l'histoire de ce château. Regarde ça comme c'est badass quand t'es là-haut, là. Tu te rends compte, je me suis pointé là. Et regarde où je suis, gars. Ah la vache. Je vais faire une ou deux photos quand même pour Insta. Donc là, tu vois, on voit bien ce que je t'expliquais. Donc, c'est-à-dire que c'est scellé au plomb. Hein. Donc, le plomb, c'est impeccable parce que donc ils font une cavité, ils creusent. Et puis ensuite, quand tu coules le plomb, eh bien, on le coule bien sûr liquide, hein, fondu. Et là, le gros avantage, c'est qu'il fait un petit peu comme une mousse, comme un coulis. Il va partir dans tous les interstices. Et en plus, le plomb, ça sèche très vite. Donc une fois qu'il est fini, on le racle un petit peu. Et alors là, c'est scellé pour des centaines d'années. C'est une technique un peu oubliée parce que bon, maintenant il y a des choses plus simples. Mais finalement, c'était quand même très efficace. Quand je vois tout ça. Bon, je vais continuer mon petit tour. Tiens, donc tu vois, en fouillant un petit peu, ils appellent ça donc un escalier en fer à cheval. Donc il a la forme bien sûr d'un fer à cheval avec les voûtes dessous et tout. Et donc je viens de voir qu'il avait été construit en 1632-1634. Donc bon, t'imagines, plus de 400 ans. Et donc il a été restauré là ces 2-3 dernières années. Et alors tu vois, je voulais quand même te montrer justement ces butoirs là. Je pense que tu le sais, t'en as déjà vu. Ces butoirs en fait, ça servait à centrer les roues des carrosses, des charrettes. Tu sais, des fois, il y en a au bord des routes, au bord des rues. Quand il y a des vieilles portes, et souvent, tu vois des petits butoirs à droite, à gauche. Et bien, en gros, la roue de la charrette, vu qu'elle avait du mal à tourner, en fait, elle ripait, elle arrivait dessus et crac, ça recentrait la charrette. Donc voilà, je voulais te montrer ça. Peut-être que tu le savais déjà. Mais voilà, regarde-moi un petit peu ce patrimoine. Ah putain, moi je kiffe. Je suis en kiff, tu vois, il en faut pas beaucoup. Et encore, je suis tellement frustré parce que là, j'aimerais trouver un gars, tu sais, qui m'ouvre un petit peu les portes pour aller voir ce que d'habitude on peut pas trop voir. Faudrait que j'arrive un peu à contacter des gens parce qu'avec la chaîne, en plus maintenant, je pourrais. Tiens, regarde ça. Oh putain, l'horloge et tout doré à la feuille d'or, j'adore.